Secours, ça y est, c'est parti. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, OK. Alors, je vais reprendre la modalité. Je vais vous proposer un exemple pour essayer de développer des outils pour classer du comportement. Et classer, par exemple, essayer de classer des habiletés. Alors là, l'exemple que j'ai repris, c'est un exemple assez compliqué, mais je pense, c'est une bonne illustration de la démarche au moins. Cet exemple assez compliqué, c'est le jonglage. Ici, c'est un jonglage avec 3 balles. Alors, je vais revenir rapidement, je vais compléter ça sans forcément m'arrêter sur tous les détails, mais c'est pour illustrer une démarche et puis ensuite, je vais passer à la suite du cours. Donc, on en était ici. On avait vu les habiletés cognitives, par exemple, alors elles sont écrites en anglais, mais je les avais définies en français. L'organisation perceptive, les habiletés de procédure et les stratégies de récupération des erreurs ou pour faire face aux erreurs. Voilà, pour faire face aux erreurs. Et par exemple, donc ça c'était sur un axe, les habiletés cognitives c'était sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, ici ça concernait la structure globale du jonglage qui avait elle aussi une décomposition en 3 rubriques. Le timing des comportements pour une seule main, la coordination des 2 mains avec les balles, donc, dans l'exemple que j'ai pris, il y avait 3 balles et avec l'ensemble du corps. Et la 3e rubrique, c'était la posture, COP voulant dire Center of Pressure, le centre des pressions, c'est-à-dire, si vous voulez, la somme de l'ensemble des pressions exercées au niveau de la surface de nos pieds sur le sol. Ce n'est pas exactement la somme, c'est plutôt le barycentre. Et on peut résumer par posture. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse pour celles et ceux qui ont déjà eu le TD sur cette diapo. Donc, le deuxième TD, dans le deuxième TD, je vous enjoins d'apprendre à utiliser un logiciel qui s'appelle Kinovea, qui est un logiciel gratuit qui permet de poursuivre une position sur le corps d'une personne pendant des mouvements. Alors, ça peut être un doigt dans la tâche de fit, ça pourrait être la tête, ça pourrait être le centre des masses, ça pourrait être une épaule, ça pourrait être un coude, une main chez un sportif. Et à partir d'une vidéo, on peut obtenir les coordonnées pour chaque image du film vidéo sur un plan, c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes X, Y, de ce point. Et le logiciel Kinovea permet de poursuivre automatiquement, si la lumière est bonne et le contraste entre le point que l'on veut poursuivre, qui peut être noir sur un fond blanc par exemple, et le reste de l'image, si le contraste est bon, ou blanc sur un fond noir, etc., réciproquement. Donc Kinovea permet de faire ça, ça fonctionne sur PC. Ceux qui ont des Mac peuvent aller sur le e-bureau de l'ENT et utiliser le logiciel en ligne sur le serveur de l'université. Donc, il y a dans le e-bureau, il y a Mon Bureau Staps ou quelque chose comme ça, et vous pouvez utiliser une suite de logiciels sans avoir à les télécharger sur votre ordinateur, mais en utilisant directement le serveur de la fac qui fait tourner les logiciels à distance, et vous avez juste la fenêtre, vous pouvez les utiliser. Donc, avec Mac, vous pouvez utiliser ça et faire vos captures si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez utiliser des outils qui sont un peu plus compliqués, comme VirtualBox, qui permettent d'émuler un environnement PC sur votre Mac et donc de faire tourner votre Mac dans une fenêtre exactement comme un PC. Et donc, ça permet d'installer des logiciels. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce que je voulais dire avec cette diapo, là, je vous ai mis une image. Vous voyez qu'en 2020, il y a des outils qui sont beaucoup plus sophistiqués que Kinovea. Mais ces outils, pour le moment, ils sont difficiles encore d'utilisation quand vous n'êtes pas un spécialiste, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas un informaticien ou un chercheur qui a passé du temps à se former en utilisant ces outils. Mais si vous regardez les quelques illustrations là, vous voyez que ces outils sont très performants. Donc, ce sont des outils informatiques, des logiciels, si vous préférez, qui travaillent à partir de vidéos. Alors, si vous regardez en haut à gauche, là, sous le titre 2D Pose Estimation, vous voyez qu'avec ces outils, certains de ces outils et une vidéo,
on peut reconstruire automatiquement le squelette, un modèle sous forme de squelette d'un ensemble, d'un groupe de personnes, uniquement à partir d'une seule vidéo. Et donc, on n'a pas seulement un point, ça c'est Kinovea, on a plusieurs personnes et pour chacune de ces personnes, on a le bras, l'avant-bras, la ligne des épaules, le buste, la jambe, le bas de la jambe, le pied, gauche et droite. Pour chacune des personnes, vous allez avoir les positions cartésiennes de ces différentes parties du corps. Donc, c'est extrêmement puissant. Vous voyez ici, on peut faire ça sur une seule personne. Donc là, on a isolé une personne. Et on peut le faire éventuellement en 3 dimensions. Vous voyez. Donc, ces outils sont vraiment extrêmement puissants. Ils sont leur développement est très rapide. C'est une course au développement et avec des résultats qui, aujourd'hui, aboutissent, alors qu'il y a 10 ans, c'était totalement impossible. Vous voyez 4 autres images ici, prises un peu par hasard pour illustrer ces outils actuels. Là, on devine c'est la position d'une personne. Donc ici, l'image B, je ne vois pas trop ce que c'est. Et vous voyez, l'image C et D, c'est dans le cadre d'études biologiques sur des animaux, qui sont des cas d'application très en vogue aujourd'hui, avec de très grands laboratoires qui utilisent ces outils. Ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire à l'instant T, en 2021, on a Kinovea, qui est très sympa, mais il y a des outils qui sont en train de se développer et qui fonctionnent très très bien, qui arrivent et qui sont gratuits pour une large partie d'entre eux et qui arrivent pour le moment, qui sont utilisés uniquement par des informaticiens ou des chercheurs, mais qui dans 5 ans seront développés de manière à pouvoir être utilisés pour quelqu'un qui n'est même pas informaticien, donc avec juste quelques boutons et des menus simples. Voilà. Donc, vous aurez à les utiliser. Vous aurez à votre disposition des outils pour analyser du mouvement dans votre pratique de tous les jours professionnelle, sportive ou médicale ou éducative, qui seront beaucoup plus puissants que les outils disponibles et faciles d'utilisation aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était une petite info, un petit clin d'œil au TD. Alors, j'ai rajouté ici un élément parce que je voulais être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Je voulais rajouter quelques précisions et des définitions par écrit parce que je le dis à l'oral, mais il faut peut-être mieux le mettre sur des diapos. Une définition des processus cognitifs et une définition des processus sensorimoteurs. Comme dans la classification du jonglage, il y a les 2 entrées qui sont distinguées. Je voulais revenir rapidement dessus. Vous pourrez revenir sur ces diapos. Donc, j'ai défini processus cognitif. Là, je l'ai écrit noir sur blanc. Quand on parle de processus cognitif, on parle de manipulation mentale de symboles. Alors, ces symboles, ce sont des images, ce sont des mots, ce sont des signes. Vous voyez? Donc, ce sont des symboles ici qui deviennent ce qu'on appelle des représentations mentales. Alors, cette manipulation mentale de symboles permet de définir quelque chose, quoi que ce soit, de l'analyser. Ça permet aussi de résoudre des problèmes. Donc, c'est au service d'une fonction. On parle de symboles mentaux. Il s'agit de représentations mentales aussi. Le terme qu'on utilise, c'est des représentations mentales. Et je l'ai noté en insistant ici un peu plus loin en 2 mots, représentation, qui sont formées dans notre cerveau et dans notre esprit, ce qu'on appelle l'esprit communément. Un exemple de ce type d'activité sur des représentations mentales, d'activités symboliques, il s'agit par exemple de l'imagerie mentale avant une performance par un athlète qui est en train de préparer sa performance, que ce soit un athlète qui va faire du saut en longueur, du triple saut, un athlète skieur qui va descendre une piste, quoi que ce soit. Alors j'ai insisté, je l'ai écrit en 2 mots, représentation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que il faut vraiment bien comprendre ce que c'est qu'une activité symbolique, qu'est-ce que c'est qu'un symbole, il faut revenir voir la définition d'un symbole, la définition d'une représentation. Vous avez un objet dans le monde et une représentation, c'est quelque chose dans votre esprit qui tient lieu de cet objet, qui est à la place de cet objet. Donc, l'objet est présent dans le monde, il se présente dans le monde, et dans votre esprit, il s'agit d'une représentation. Vous voyez? On peut comprendre ce mot-là comme ça. Si vous regardez un objet et vous en faites un dessin sur votre feuille de papier, par exemple,
eh bien, ce dessin sur votre feuille de papier peut être une représentation de cet objet. Vous avez dessiné, vous avez un chat sur votre bureau et vous dessinez le chat sur une feuille de papier, eh bien, ce dessin, c'est une représentation. C'est un symbole, c'est un signe qui tient lieu de ce chat. Voilà, donc ici, on parle processus cognitif, il s'agit de manipulation de symboles dans votre esprit. Et ces symboles, ce sont des symboles mentaux qui sont créés, générés par votre esprit et par votre cerveau, et on parle aussi de représentation mentale. Donc là, ça clarifie de quoi on parle. C'est important d'avoir ça précisément, cette définition précise à l'esprit. Alors, ces opérations mentales, comme je dis un peu plus loin, je répète, des exemples, des analyses, des décompositions en étapes, ça donne des séquences, des mises en ordre temporelles, par exemple des procédures, faire ceci, puis faire cela, c'est un des exemples de notre entrée de notre tableau. Autre type de procédure pour gérer des erreurs. Si telle erreur se présente, alors faire ceci ou faire cela. Vous pouvez l'écrire noir sur blanc, vous pouvez le mémoriser, vous pouvez avoir ça à l'esprit comme stratégie. Donc, ça devient une représentation mentale. Des visualisations, vous pouvez essayer de vous visualiser de haut, d'en bas, de côté, en train de faire une action pour essayer d'améliorer vos performances. Eh bien, toutes ces activités-là, ces opérations mentales, peuvent être considérées comme des outils mentaux. Ce sont des outils, ça sert à quelque chose, à une fonction qui permettent de résoudre des problèmes, d'améliorer des performances, par exemple. Autre exemple d'application et d'utilisation, ça permet d'améliorer la mémorisation, ça permet aussi éventuellement de réduire le stress. L'imagerie mentale, peut-être que sa fonction première, c'est de réduire le stress. Je n'ai aucune idée là-dessus, je n'ai pas lu de travaux scientifiques, mais c'est une possibilité. Ça permet de se concentrer, avoir une performance et d'oublier le stress, d'avoir son esprit concentré sur quelque chose et de ne pas laisser le stress prendre le dessus et occuper notre esprit. Alors, nota bene, NB, il ne faut pas confondre, ces processus cognitifs, ils ne sont pas nécessairement conscients. Une partie des processus peuvent être conscients, mais certains aspects de ces processus ne sont pas conscients, ils sont inconscients. D'accord ? Alors, on a conscience qu'on est volontairement en train d'essayer de faire de l'imagerie mentale. Ça, oui, oui, je suis en train de faire ça, on peut le dire. Oui, tu fais quoi? Ben, je fais ça. Donc, vous avez conscience que vous êtes dans cette activité-là, mais tous les ressorts de ce qui permet cette activité mentale, de visualisation mentale, par exemple, l'imagerie mentale, ben, ce n'est pas forcément conscient. Ben oui, ce serait complètement idiot. Nous n'avons pas accès, par exemple, à l'ensemble des activités synaptiques dans notre cerveau qui permettent de générer cette activité mentale. Donc, ce serait forcément, tout n'est pas conscient. Alors, j'ai vu peut-être des questions dans la conversation. Nous n'avons pas ces définitions dans le diapo. Oui, puisque je viens de les faire aujourd'hui et je vais remettre à jour, comme je le fais souvent. Je vais prendre ce diaporama et je vais remplacer l'ancien sur le NT. C'était la question de Pierre à tout le monde. Ouais, je vais le remplacer. Alors, en dessous, une définition de processus sensorimoteur. Alors ici, on pourrait le définir par exclusion avec les processus cognitifs. C'est tout ce qui se passe qui nous permet d'agir, mais qui n'est pas un processus cognitif. Donc, on le définit de façon négative. Alors, pour être un peu plus positif, ici, quand on parle de processus sensorimoteur, par opposition à des représentations mentales, on met l'accent sur l'exécution du mouvement qui est ancré dans l'interaction physique. On est ancré dans l'interaction physique ici. Alors, on n'est pas dans des processus mentaux pour symboliser, imaginer des réalités. On est ancré dans le physique. Et on reste dans le domaine du physique et on ne passe pas par le symbolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau, notre système nerveux, peut interagir, peut mettre en place des processus pour interagir avec le monde. Donc, il va y avoir des réseaux de neurones qui sont actifs, qui permettent de contracter les muscles et de percevoir. Et ceci sans passer à un moment ou à un autre par une activité symbolique de représentation un peu abstraite. Donc, on est directement en prise avec l'interaction avec le monde physique, essentiellement le monde mécanique avec notre environnement. On est en prise avec les objets que l'on touche, on est en prise avec la loi de la gravité qui s'impose en nos mouvements, on est en prise avec le sol, on pose le pied par terre, ce qui est une réalité physique, on interagit avec des adversaires, des partenaires, ou des personnes dans la rue. Et voilà, donc ça, c'est l'interaction physique.
Et la formation et la manipulation de symboles n'est pas impliquée dans ces processus sensorimoteurs. On a vraiment ici une catégorisation binaire où on a séparé les deux. Alors ici encore une note, nota bene, la conscience n'est pas nécessairement impliquée dans ces processus. Une partie de nos actions n'est pas accessible à la conscience. Et par contre, une partie est accessible à la conscience. Donc là encore, il y a des choses dont on a conscience et des choses dont on n'a pas conscience dans le sensorimoteur. Voilà. Alors, ce qu'il faut au final retenir, c'est que ces deux processus sont en permanence en interaction. On a en permanence des processus cognitifs symboliques et des processus sensorimoteurs qui ne sont pas symboliques. Et il y a un dialogue très compliqué entre les deux qu'on connaît, qu'on connaît très très mal. Je ne peux pas en dire grand-chose, mais voilà, vous avez les deux types de processus qui fonctionnent dans votre système nerveux, dans votre cerveau, qui dialoguent et qui se complètent, mais qui n'ont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Voilà. Et il faut clarifier vis-à-vis de la conscience. On ne peut pas dire que les processus sensorimoteurs sont inconscients et les processus cognitifs sont conscients. Non, c'est faux. Il y a des activités cognitives dont il y a des aspects dont on n'a pas conscience, forcément. Et dans le sensorimoteur, il y a des choses dont on a conscience et d'autres dont on n'a pas conscience. Tiens, j'ai conscience que je suis en train de faire ça, et puis un peu plus loin, je n'ai pas conscience que je suis en train de faire ça. Et bon, voilà, il n'y a pas de règle générale ici. Ok, donc on reprend notre exemple avec ces clarifications. Vous allez avoir ça dans vos diapos. Vous pourrez tranquillement y revenir, ça clarifie un petit peu. Je reprends ma classification. Et cette fois, je prends les activités, donc les habiletés sensorimotrices sur l'axe horizontal, et ceci appliqué à la forme, à la structure globale. Donc, on a les mêmes catégories verticales, le timing entre les boucles, les cycles de main, la coordination main, balle, corps, et la posture. Mais ce coup-ci, dans les habiletés sensorimotrices, dans les axes horizontaux, on a décomposé les habiletés sensorimotrices en 4 catégories essentielles. La coordination bimanuelle, la perception par le toucher, la coordination entre l'œil et la main, donc si vous préférez vision main, et le troisième aspect, c'est le contrôle de l'équilibre. Équilibre et contrôle de l'équilibre. Ça, c'est les 4 catégories essentielles sur l'axe horizontal dans les catégories sensorimotrices qui concernent la structure globale. Alors, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais la coordination entre les mains, elle joue un rôle majeur dans la catégorie, la colonne du milieu ici. Comment une main bouge par rapport à l'autre. Dans le cadre du jonglage, alors, on dit que le mouvement des balles sert d'horloge spatiale. Bon, alors, c'est une espèce de structure spatiale un peu particulière. On peut oublier cet aspect-là, le spatial clock. On va oublier ça, on va juste dire comment chaque main bouge par rapport à l'autre. Donc, c'est la coordination bimanuelle qui est extrêmement importante ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dans la tâche de Kelso, la tâche de Fitts avec les 2 doigts et en 1979, ce qui est important, c'est le timing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le timing? Ça veut dire, est-ce qu'une main est en avance par rapport à l'autre ou est-ce qu'elle est en retard? Et si elle est en avance ou en retard, eh bien, le système nerveux se débrouille pour rééquilibrer ce retard après un cycle ou 2 très rapidement, parce que si ce retard augmente, eh bien, on va détruire la structure globale de la tâche et on va perdre une balle ou une autre. Donc, il faut à tout prix conserver le timing entre les 2 mains. Quand je lance avec une main, j'attrape avec l'autre, et c'est lancer-attraper alterné à gauche et à droite. Cette structure temporelle doit être conservée à tout prix, et dès qu'elle n'est pas conservée, eh bien, il y a une main qui prend du retard par rapport à l'autre, et on rate nécessairement une balle. Alors, c'est particulièrement compliqué dans le jonglage, parce qu'on a plus de balles que de mains, donc il faut que les mains aillent très vite. Voilà, ici, dans le cas le plus simple, on a 3 balles, et on a 2 mains, et donc les mains doivent aller vite pour faire circuler en permanence 3 balles. La perception par le toucher, alors je vais faire abstraction de la première partie ici, là. Touch helps stabilize the 2-3 rhythm with the balls. Ça, je vais pas en parler.
Je vais rester dans la catégorie du milieu, encore une fois, sur la coordination. Ici, la perception par le toucher, ça permet d'avoir des informations sur les lancers. Alors en anglais, lancer, ça peut être throwing or tosses. Sur les lancers et les attrapés, catches. Donc là, la perception par le toucher, elle est très importante. Et ça donne des informations temporelles. Ça permet à notre système nerveux, de façon très largement inconsciente, ça va beaucoup trop vite, se dire, tiens, la main gauche et la main droite ne sont pas en retard l'une par rapport à l'autre. Ou alors, oups là, il y a un lancer dans lequel il y a une main qui a pris du retard par rapport à l'autre. On va essayer de rattraper ça dans le cycle suivant. On va faire en sorte que la main suivante, son action, elle la fait plus rapidement pour rattraper le retard qu'on a pris à l'action précédente. Donc pour ça, on a besoin, notre système nerveux a besoin de sentir les moments où on lance et où on attrape une balle. Donc ça nous permet de coordonner et de corriger les erreurs, de compenser les erreurs au lancer ou à l'attraper précédent. On a mis un peu plus de temps à attraper la balle entre nos doigts, et bien le lancer suivant devra compenser, il devra être un peu plus rapide, un peu moins haut pour gagner du temps. La ligne, coordination entre les deux mains, entre l'œil et la main, excusez-moi, coordination entre l'œil et la main, donc main, vision. Eh bien, si on regarde le cycle individuel d'une main, eh bien, ici, l'information visuelle va être extrêmement importante pour extraire des informations sur la trajectoire de la balle. À partir du moment où on a lancé une balle, cette balle en l'air, elle a une trajectoire qui est déterminée uniquement par la mécanique, par les lois de Newton. Donc, comme tout objet lancé en l'air, cet objet va être soumis à une seule force, c'est son poids. C'est la masse multipliée par la constante G, c'est une force qui est vers le bas. Et cette force vers le bas va tordre cette trajectoire et va lui donner une forme parabolique. Donc, voilà. Et notre vision va extraire des informations sur cette forme parabolique, va nous dire dans quelle direction on a lancé la balle, à quelle hauteur, et va nous donner des informations sur le temps aussi. En fonction du lancer qu'on vient de faire, la vision va nous dire, tiens, mais il reste tant de temps avant d'être obligé d'aller attraper cet objet. Ça, on le reverra un peu plus tard dans le cours. On va avoir des informations sur l'espace, donc la direction du lancer de la balle, qui va dire dans quelle direction la main qui doit saisir, qui doit attraper cette balle, dans quelle direction elle doit se diriger, un peu vers l'avant, plutôt vers le côté, elle doit rester au même endroit, elle ne doit pas bouger, près du corps. Et puis, ça va nous donner des informations, la hauteur aussi, à quelle hauteur je dois attraper la balle. Et puis, ça va nous donner des informations sur le temps. Si j'ai lancé la balle très haut, eh bien, ma vision va me dire, ah, tiens, tu as du temps, la parabole va être assez longue, comme ça. Voilà. Donc, notre système visuel, il est habitué, depuis qu'on est enfant, à voir des objets tomber, voir des objets lancés, et des réseaux de neurones se sont constitués dans notre système visuel, notre système nerveux, dans le cortex visuel qui se situe à l'arrière du crâne. Et notre système visuel est capable d'extraire de l'information si on lui présente une partie d'une trajectoire d'un objet qui est en l'air, et en partie capable d'extrapoler, de prédire, d'anticiper, de savoir à peu près le temps qu'il reste et la direction de l'objet. Mais si on ferme les yeux, on va faire des erreurs terribles, donc il faut continuer à regarder la balle jusqu'au moment où on l'attrape, même en vision périphérique. D'accord ? Une large part de la vision ici est une vision périphérique. C'est ce qui est d'ailleurs dit dans la colonne du milieu, l'intersection entre la ligne coordination œil-main et coordination entre les mains avec les balles et avec le corps. Donc l'intersection de ces deux rubriques, on a vision périphérique, perception proprioceptive des deux bras, des limbs, c'est-à-dire des membres, des segments du corps, si vous voulez, et des yeux, qui va donner des informations sur la distance entre la main et la balle. Non seulement sur la distance entre la main et la balle, mais aussi, j'ajoute, sur le temps, sur le temps qui reste. Donc ici, on regarde un jongleur qui a un peu d'expérience, il ne suit pas les balles individuellement, ça va beaucoup trop vite et ce ne serait pas du tout pertinent. Il regarde vers le sommet des trajectoires des balles. Les balles devant lui, rappelez-vous, font cette trajectoire, c'est une espèce de trajectoire en 8, comme ceci, là. Comme ceci. Ils sont jetés au milieu, vers l'extérieur, attrapés vers l'extérieur, rejetés de l'autre côté,
une fois par la main droite, une fois par la main gauche. Donc, elles font un papillon, c'est 8. Et on regarde en haut. On a mis des systèmes pour enregistrer les mouvements des yeux. Et on s'est rendu compte qu'on regardait à peu près l'endroit où les trajectoires des balles vont retomber comme ça. Et tout le reste de la scène, on le voit en vision périphérique. Et avec cette vision périphérique, comme ce n'est pas très, très large, notre système visuel peut extraire beaucoup d'informations. Si on est très, très loin, on extrait moins d'informations. Mais autour de la vision centrale, ici, notre vision périphérique est très efficace pour nous donner plein d'informations. Voilà. Et enfin, donc, la dernière rubrique sensorimotrice, c'est le contrôle de l'équilibre et de la posture. Eh bien là, il est important, pendant qu'on est en train de jongler, de conserver une posture stable, hein, de ne pas partir en déséquilibre à gauche ou en déséquilibre à droite. Alors ça, c'est valable pour ne pas perturber le mouvement de chaque main individuelle, de lancer et d'attraper. Hein, si vous êtes en train de bouger et que vous devez lancer de façon précise, c'est un peu plus compliqué. On y arrive, hein. Les sportifs y arrivent plutôt bien, puisqu'on est très rarement statique quand on est sportif. Hein. Très rarement, ou alors pendant des temps très courts. Ça arrive quand même pendant des temps très courts. Mais bon, on est souvent en mouvement. Mais pour faire un lancer précis, il vaut mieux avoir une posture, avoir une position globale du corps relativement statique par rapport à l'environnement, au moins pendant un court instant. Et il faut minimiser, réduire au maximum les perturbations de la posture. Donc, il faut un équilibre postural. Alors, c'est assez compliqué cette affaire. Hein. C'est assez compliqué parce qu'on a, vous voyez, si on regarde bimanuel et l'intersection avec le contrôle de la posture, on voit qu'il faut essayer d'avoir des mouvements des bras qui ne perturbent pas trop les mouvements, le contrôle global du corps, hein, de la position du corps, c'est-à-dire la posture. Donc, les mouvements des bras, la catégorie bimanuelle, ne doit pas trop perturber l'équilibre. Et la catégorie équilibre, on la retrouve ici, elle doit faire en sorte de ne pas perturber le bimanuel. Vous voyez, donc ça marche dans les deux sens. Donc ce tableau ici, il est compliqué. Hein, il est très malin, il est très compliqué parce qu'on a dans la structure globale, on a une entrée équilibre et dans habileté sensorimotrice, on a aussi une entrée équilibre. D'un côté, ça permet de voir la causalité de la coordination bimanuelle vers l'équilibre, dans cette rubrique ici. Et de l'autre côté, ça permet de voir la causalité dans l'autre sens, de la posture vers la coordination bimanuelle, hein, puisqu'on a une causalité dans les deux sens. Si ma posture n'est pas bonne, eh ben, je vais perturber les actions bimanuelles. Et si mes actions bimanuelles sont un peu désordonnées, eh ben, je suis en train de bouger des masses, eh bien, je vais perturber mon équilibre. Donc, on voit bien cette complexité d'un dialogue entre les mouvements des bras et l'équilibre, et la gestion de l'équilibre. C'est quelque chose de très riche, très, très riche. Alors, qu'est-ce qui permet de corriger et compenser nos erreurs? Les deux processus. Il y avait une question. Ce qui permet de compenser nos erreurs, ou alors erreur au sens ici de on a pris un peu trop d'avance dans une action d'une main de lancer ou un peu trop de retard dans un attrapé, ce qui permet de le compenser, c'est plusieurs choses, c'est assez compliqué, mais la première chose, c'est d'abord la capacité, grâce à l'apprentissage de notre système nerveux, à détecter le timing en permanence, avoir une information permanente sur le timing. D'accord ? C'est déjà un problème de perception et de détection. Notre système nerveux est capable de détecter des retards et des avances. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on perçoit et influence directement ce qu'on est en train de faire. Pas exactement, mais presque en temps réel. Vous voyez, presque de façon instantanée. Il y a un petit délai dans le système nerveux, mais très rapidement, ce qu'on perçoit va influencer le mouvement qui est en cours. D'accord ? Donc, notre système nerveux détecte qu'on est en avance, une partie de l'action est en avance ou une partie de l'action est en retard. Et ça a pour conséquence
d'agir directement sur l'action suivante qui va s'effectuer ou qui est déjà en train de s'effectuer. Et on va accélérer ou on va au contraire décélérer pour réduire l'avance ou le retard et conserver un alignement temporel au moins approximatif dans une certaine marge qui est permise par la tâche. Voilà. En fait, ce que je vous ai dit là, c'est que je vous redéfinis quasiment ce qu'on entend par compensation et correction. Comment c'est fait? C'est en accélérant ou en décélérant. Comment on décide d'accélérer ou on décide, notre système nerveux, c'est inconscient. Hein. La plupart du temps, c'est inconscient. Ça peut être conscient parfois, mais c'est inconscient la plupart du temps. Surtout dans des tâches comme ça qui sont très rapides. Comment on décide, entre guillemets, d'accélérer ou de décélérer pour gagner du temps ou au contraire perdre un peu de temps pour récupérer l'équilibre temporel, le timing entre les deux mains, ici, eh bien, c'est parce qu'on a détecté qu'on était en retard ou qu'on était en avance. On a dans notre système nerveux les réseaux de neurones, grâce à l'apprentissage, qui permettent, sur la base d'un retard ou d'une avance détectée, de faire varier la vitesse de notre mouvement. Et c'est ça, en fait, le mécanisme de régulation. Sur la base d'une information perçue, on va aller plus vite ou on va aller moins vite. Et on va donc réduire le décalage qui était en train de se faire. Vous aviez un décalage qui était en train de se faire. Il y a un décalage. Votre système nerveux le perçoit. Ici, c'est largement grâce à la vision, mais pas seulement. Il y a le sens du toucher. Il y a aussi la proprioception. Ce décalage temporel détecté fait en sorte que le mouvement suivant, il va être soit plus court, soit moins court en temps, en durée. Et on le voit comme dans la tâche de Fitts. Pour avoir une durée plus petite, il faut une vitesse plus grande, il faut une accélération plus grande, il faut une force plus grande. Donc voilà. Que veut dire la phrase en bas à droite? Displacement of the body keep balls in a catchable distance. C'est ça, Thomas, ta question? Ah non, à gauche. Stable postures allow rhythmical, stable hand loops. Stable posture, si vous préférez, une posture, un équilibre du corps stable permet d'avoir des cycles de main, cycle de la main gauche, cycle de la main droite, eux-mêmes rythmiquement plus stables, dont la rythmique va être plus régulière. Si vous contrôlez bien votre posture, si vous avez un bon contrôle de l'équilibre, alors le cycle de chaque main, les lancers attrapés main gauche, les lancers attrapés main droite, ces cycles-là vont avoir une structure rythmique plus régulière. Voilà ce que ça veut dire. Pour répondre à la question, ou si vous voulez dans un vocable plus simple, bonne posture implique cycle lancé attrapé il y a 2 P à attraper. Je ne sais jamais, non, il n'y a pas 2 P. Un cycle lancé attrapé, je vais le mettre comme ça. Il n'aime pas, mais c'est pas grave. Cycle lancé attrapé plus régulier. Voilà ma traduction. Vous voyez ici ce qu'on va... Le concept de stabilité que j'ai introduit dans les diapos précédentes est utile à chaque niveau. La coordination entre les deux mains doit être stable. La posture doit être stable. On veut rendre le cycle des mains gauche et droite stable. On veut une coordination entre l'œil et la main stable, c'est-à-dire le plus régulière possible, avec cette propriété de pouvoir lutter contre les erreurs. La stabilité permet de lutter contre les erreurs. Elle rend les comportements plus réguliers, moins sensibles aux erreurs, moins sensibles au bruit, et permettant de récupérer plus facilement les erreurs.
Alors, je vais essayer d'aller... Bon, je ne vais pas essayer d'aller trop vite. Donc, la deuxième rubrique, rappelez-vous, grande rubrique, hein, je vais reprendre ce grand tableau. Il y avait sur la verticale la structure globale, global patterning en anglais, avec des colonnes ici, 3 colonnes. Et puis, il y avait une deuxième rubrique, grande rubrique qui était la précision locale, avec ici l'attraper et ici le lancer. C'était une façon de décomposer cette habileté du jonglage. Alors, si on passe sur la précision locale, donc la partie droite du tableau, et qu'on regarde les habiletés cognitives, donc on a attrapé, catching, et lancé, tossing, throwing si vous préférez. Alors ici, on a identifié 3 grandes catégories pour les habiletés cognitives. Organisation perceptive, on avait déjà vu ça, hein, ces catégories-là, les habiletés procédurales et les stratégies de compensation des erreurs. Donc ça nous donne 3 lignes, 3 entrées à l'horizontale. Alors, l'organisation perceptive sur l'attrapé, mais elle nous sert à diriger l'attrapé vers la bonne zone. On se dit, quand on commence à jongler, on commence à comprendre, on commence à pouvoir former une image visuelle mentale dans sa mémoire de à peu près où sont les zones d'attrapé. Ah ouais, mais ça y est, je commence à comprendre, il faut que j'attrape dans telle zone, il faut que j'attrape dans telle zone. Ce n'est pas forcément très clair dans notre esprit, mais on commence à être capable de produire une image mentale qui correspond à ça. C'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est les zones dans lesquelles on va faire les attraper des balles. Hein, les catching location. Location, c'est la zone de l'espace. Au niveau du lancer, ce qu'on va comprendre, c'est la direction dans laquelle il faut lancer la balle. D'accord ? On va très rapidement, après 1 ou 2 tentatives ratées de lancer, on va très rapidement comprendre la direction générale du lancer. Donc, il faut lancer assez haut, pas lancer vers l'avant, il ne faut pas lancer vers l'arrière forcément, il faut lancer vers le haut, un peu vers l'avant et un peu vers la gauche. Vous voyez, ça, on va avoir une direction du lancer et c'est ça ici, localement, que l'on va commencer à comprendre et à se représenter et à mémoriser. C'est la direction du lancer. Et c'est la zone de l'espace dans laquelle on va lancer. Il va falloir lancer plutôt vers l'intérieur, puisqu'on attrape vers l'extérieur. Alors, la deuxième ligne ici, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien qui est détaillé, donc j'y reviendrai pas. Important for completing catch components. Ah oui, alors bon, les actions procédurales sont importantes, mais ce n'est pas détaillé. On ne l'avait pas détaillé dans ce tableau-là. Donc, il n'y avait pas grand-chose en définitive. On dit que c'est important, mais on ne dit pas qu'est-ce qui est important. Donc, on peut l'oublier. Et les compensations, ici, les compensations, c'est quand il y a eu un mauvais lancer, il faut apprendre à déplacer la main pour aller saisir dans une zone un peu inhabituelle pour compenser cette erreur. Alors, en français, ce serait bouger la main vers une nouvelle position qui était inattendue, unexpected en anglais, et qui est la conséquence qui suit un mauvais lancer. Poor toss, c'est-à-dire mauvais. Poor quality, c'est une mauvaise qualité. Alors, et pour le lancer, ici aussi, si le lancer précédent, par exemple avec la main gauche, était de mauvaise qualité, eh bien le lancer suivant, cette fois-ci avec la main droite, devra compenser. Il devra compenser et ça va nous permettre de récupérer un petit peu notre erreur. Donc là aussi, on apprend comment compenser l'erreur précédente. Eh bien, il ne faut pas synthétiser l'essentiel. Vous avez l'habitude d'essayer de tout synthétiser, il ne faut pas synthétiser. On va y revenir un peu plus tard, hein. Il y a une question. En bref, que faut-il retenir de ces 2 tableaux car je n'arrive pas à synthétiser l'essentiel de ce que vous expliquez. Pouvez-vous reprendre les grandes idées, un mini récap depuis le début, s'il vous plaît? Je vais le faire. Mais il ne faut pas essayer de synthétiser.
Hein, vous synthétisez et à la fin, il ne reste plus grand-chose dans votre mémoire et dans vos prises de notes. Hein, la synthèse, c'est bien, mais vous êtes très bon pour synthétiser et vous êtes moins bon pour vous rappeler les détails et les exemples. D'accord? Donc, synthétiser, oui, mais rappelez-vous aussi les détails, c'est important. Par exemple, un exemple que je prends en TD, pour la tâche de Fitts, il y a des étudiants qui synthétisent et qui disent « Ok, bon, je vais résumer tout ça à plus la tâche est difficile, moins je vais vite. » D'accord? Il y aura une pause, oui. Je leur dis « Non, ça c'est pas ce que vous devez vous rappeler du cours. » Parce que ça, quelqu'un dans la rue, si on va faire une interview, pourrait vous le dire. Plus c'est difficile, plus je dois attraper un objet petit et moins je vais aller vite. Ça fait partie de la connaissance courante. Vous n'avez rien appris pendant le cours si vous résumez ça, si vous synthétisez ça à cette simple affirmation. Ce que vous devez vous rappeler, c'est effectivement comment ça se passe, comment ça se fait que plus c'est difficile, moins je vais vite. Eh bien, ça se fait parce qu'on a deux explications. La loi de Fitts avec la théorie de Fitts et l'explication de Harris et Volpert. La théorie de Fitts explique ça en termes de probabilité, d'erreur, de possibilité avant de traiter un message dans notre esprit, dans notre cerveau, et les probabilités de toucher la cible après traitement de ce message. Et ça définit un index de difficulté, 2 fois la distance divisée par la largeur des cibles, je prends le logarithme en base 2, et si je fais le graphique du temps de mouvement en fonction de ça, j'obtiens une courbe croissante. Donc, effectivement, le temps de mouvement augmente avec la difficulté, mais pas n'importe comment, comme une droite, avec une équation de la forme y égale à x plus b. C'est une loi avec des paramètres a et b, la pente de la droite et la valeur à l'intercept. Et tout ceci repose sur l'index de difficulté de Fitts. Voilà, ça, c'est pas synthétiser, c'est connaître les détails du cours et pas synthétiser à outrance. Voilà. Retraduire la dernière ligne à l'horizontale, moving hand. Moving hand to a new unexpected location following poor toss. Qu'est-ce que ça veut dire? Bouger la main vers une nouvelle position qui était inattendue, et ceci à cause d'un mauvais lancer précédent. Avec la main droite, j'ai fait un mauvais lancer. Et bien avec la main gauche, je vais devoir aller chercher la balle, l'attraper dans une zone inattendue, qui n'est pas habituelle, un peu plus loin, un peu plus près, un peu plus au centre, un peu plus à l'extérieur. C'est quel mouvement je dois faire si j'ai loupé mon lancer. Je lance la balle, je vois qu'elle ne part pas dans la bonne direction et pas à la bonne vitesse. Ma vision me le dit, et bien dans ma mémoire, j'ai déjà construit la compensation qui permettait de s'adapter à cette erreur, à ce mauvais lancer. Alors, je vais aborder quelques éléments de la rubrique suivante et puis après, je vais essayer de synthétiser un petit peu pour vous. Donc, on reste dans la catégorie, la grande partie de droite du tableau, précision locale, mais cette fois-ci, il s'agit des habiletés à proprement sensorimotrices. On a toujours nos 4 catégories, coordination bimanuelle, perception par le toucher, coordination œil-main et contrôle de la posture. Et là, je vais regarder que quelques éléments. Il ne faut pas se rappeler par cœur tous les éléments. Je vais vous dire à la fin ce qu'il faut essayer de retenir. Donc là, en termes de coordination bimanuelle, qu'est-ce qui va se passer au niveau des habiletés sensorimotrices? Mais il va falloir apprendre à faire par la répétition, par l'apprentissage, des attrapés qui sont, alors en anglais on dit smooth, en français on va dire, qui sont harmonieux, qui sont lisses. C'est-à-dire que la coordination entre les doigts et le pouce et la paume de la main, toute cette coordination des doigts de la main doit être très très fine.
Très, très fine. Alors c'est vraiment très, très compliqué dans le cas du jonglage. Vous voyez, là, on est vraiment dans le local. Et, il faut imaginer que dans cette case-là, dans cette rubrique-là, cette simple rubrique ici, entre saisie et coordination des deux mains, et on va le retrouver dans perception par le toucher, on a quelque chose de très compliqué à gérer. Notre système nerveux a quelque chose de très compliqué à gérer. Si vous regardez la structure anatomique d'une main, comptez toutes les articulations de la main, les articulations de toutes les phalanges pour chacun des doigts, plus les articulations supplémentaires pour le pouce, et le fait que la paume de la main peut se plier suivant un degré de liberté supplémentaire au milieu de la main, eh bien, ça va vous faire beaucoup de degrés de liberté anatomique, articulaire au niveau de la main. Et tous ces degrés de liberté, vous devez les utiliser pour attraper la balle. Mais si vous attrapez la balle, si vous avez besoin d'attraper la balle, puis de la ressaisir plus fermement et que vous devez faire ça en 2-3 étapes parce que la balle a un peu rebondi dans vos doigts et dans votre main, alors ça va ralentir votre jonglage. Et pendant ce temps, eh bien, vous devriez être déjà en train de lancer alors que vous êtes en train de ressaisir la balle et la stabiliser, la positionner au milieu de votre main. Vous voyez, si on met des caméras à grande vitesse et qu'on voit ça au ralenti, on va le voir arriver et ça va vous ralentir et vous allez lancer trop tard. Et ça y est, la balle suivante était déjà en train d'arriver et vous allez vous planter, les balles vont tomber par terre. Donc, on est obligé au niveau local de construire par essai-erreur une habileté de saisie de l'objet très, très fine, très, très précise et qui doit être la plus harmonieuse possible de manière à ce que la balle rentre dans votre main au bon endroit et que vos doigts se ferment sur la balle avec le très bon timing de manière à ne pas pousser la balle trop à gauche, trop à droite. Tout ça, forcément, est inconscient. Vous savez que vous avez fait un bon attrapé ou un mauvais attrapé, globalement, et vous l'oubliez la seconde d'après parce que vous avez autre chose à gérer en temps réel, mais vous ne savez pas exactement que c'était parce que le petit doigt s'est refermé trop tôt, trop tard, le pouce a poussé trop tôt, donc il a poussé la balle plus loin dans votre main. Tout ça est très, très compliqué. Très, très compliqué. Dans la même rubrique, dans la catégorie... dans la même colonne, pardon, dans la catégorie perception par le toucher, eh bien, dans cette habileté de saisie de la balle, le toucher est capital. Votre système nerveux, il sent la balle dans la main, il extrait des informations dès que la balle est dans la main. La paume de votre main est remplie de récepteurs cutanés, surtout le pouce et surtout l'index d'ailleurs, mais les autres doigts et aussi le centre de la main. Donc, tous ces récepteurs cutanés vont vous donner des informations sur la bonne réalisation du saisie et sur le timing. Ça va aussi vous donner des informations au système nerveux sur le timing. Est-ce que la balle est en retard? Est-ce que la saisie est en retard? En avance. Et toute cette information va être injectée dans votre système nerveux qui va contrôler le timing global. Voilà. Alors, la seule rubrique que je vais détailler de nouveau ici, c'est sur l'œil, la coordination entre l'œil et la main. Et par exemple, ici, pour la saisie, on a des saccades, on a des petits mouvements des yeux. Les saccades, ce sont des mouvements des yeux vers des cibles. Ça correspond à du pointage, mais avec les yeux, au lieu de pointer avec la main comme dans la tâche de Fitz. On fait des pointages avec les yeux. Et l'article de Harris et Volpert en 1998 dans Nature, il permettait d'expliquer le pointage avec les mains, mais aussi le pointage avec les yeux, ce qu'on appelle les saccades. Eh bien, dans cette coordination œil-main, il y a des mouvements de pointage des yeux intermittents, c'est-à-dire qui n'ont pas lieu en permanence. De temps en temps, l'œil regarde plutôt à gauche, plutôt à droite, et zappe à gauche, à droite. Il regarde le sommet des trajectoires des balles devant nous. Et ces saccades permettent d'extraire de l'information sur le temps qui reste pour attraper les balles. Alors, si je dois traduire, des saccades intermittentes vers les balles peuvent être nécessaires de manière à placer la main dans la position correcte et au moment correct
pour saisir chaque balle de façon précise. Donc, les saccades des yeux permettent d'extraire de l'information qui va nous donner le temps qu'il faut et la position nécessaire pour aller saisir la balle. Voilà. Quand on commence à jongler, on regarde un peu partout. Quand on sait jongler, on regarde à peu près tout le temps aux mêmes endroits et on zappe un peu à gauche, à droite, tout ça de façon inconsciente, mais de manière à extraire la bonne information. Vous voyez, ça fait partie de l'ensemble des mécanismes. Ok, donc on voit que c'est compliqué. Il y a encore une structure ici sur la droite, sur le lancer des balles, où on a un problème de coordination bimanuelle pour donner la bonne direction des balles. On a, au moment où on lance la balle, de la perception par le toucher qui nous permet d'avoir de l'information sur la force qu'on a envoyée à la balle. Notre système nerveux va utiliser ça aussi. Si on envoyait beaucoup de force, on sait qu'on l'a envoyé très haut ou très rapidement vers l'avant. La main suivante va devoir s'adapter pour saisir la balle. Enfin bon, voilà, des informations supplémentaires. Il y a une question. Il est possible de jongler sans fixer les balles et en regardant l'ensemble de notre champ de vision à tout moment. Il est même possible de jongler les yeux fermés. Hein, il y a des jongleurs qui arrivent à jongler les yeux fermés. Avec 3 balles, ils arrivent à jongler les yeux fermés. Hein, le jongleur qu'on a fait venir pour l'émission E égale M6, il y a une dizaine d'années, au laboratoire à Montpellier, était capable de jongler avec 3 balles. Ce jonglage simple, là, il le faisait les yeux fermés. Vous voyez ? Alors, en regardant sans fixer les balles et en regardant l'ensemble de notre champ de vision à tout moment, ce qui se passe, c'est qu'à aucun moment, on regarde les balles. C'est vraiment le débutant qui va regarder la trajectoire de la balle. Hein ? Et très rapidement, sans en avoir conscience, son regard va se stabiliser dans une zone de l'espace qui se situe en haut des trajectoires des balles. Hein ? Si je zappe en arrière, ici, là, je vous remontre ces enregistrements. Vous voyez ici les trajectoires bleues, c'est les trajectoires des balles enregistrées, réelles, à partir d'un vrai enregistrement. Donc, vous voyez, elles ont une trajectoire parabolique en l'air, puis elles sont dans les mains, elles sont attrapées à l'extérieur, lancées à l'intérieur, à gauche puis à droite. Et vous voyez ici, là, il y a le sommet des trajectoires dont je suis en train de parler. Hein, si je devais, vous voyez ici un sommet d'un côté et un sommet des trajectoires de l'autre côté. Et les yeux fixent dans cette zone de l'espace. C'est totalement inconscient. Ils fixent dans cette zone de l'espace. Ils regardent là essentiellement. Et donc, tout le reste est vu en vision périphérique. On ne suit pas les balles. On en a 3. Si on en avait qu'une, on pourrait essayer de la suivre. Boing, 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 boing. On en a 3, on ne peut pas les suivre. Si je regarde une balle, j'ai du mal à voir les autres. Donc, en fait, notre stratégie, c'est de regarder dans une zone de l'espace essentiellement, de zapper un peu à gauche, à droite dans cette zone de l'espace et de voir tout le reste en vision périphérique. Donc, on ne fixe pas les balles, mais on fixe une zone de l'espace. Hein, on a des collègues qui ont mis ce qu'on appelle des oculomètres, ça a d'autres noms, qui permettent de mesurer les positions des yeux. Et on s'est rendu compte que la zone de l'espace qui était regardée, fixée, c'était en haut. Et c'était la bonne stratégie pour avoir l'information globale sur les trajectoires, pas seulement d'une seule balle, mais des 3. Hein, puisque quand on a une balle dans la main, on peut en avoir 2 en l'air. Une qui suit une trajectoire, l'autre qui est en train de tomber. Donc, on ne peut pas suivre les balles. Hein, on ne peut pas suivre les balles. La proprioception joue un rôle important dans le jonglage. Oui, c'est toute l'information sur la position des mains, et notamment, et la vitesse des mains. Une remarque d'Aurélien. Alors, bon, donc je suis allé un peu vite pour certains de ces éléments, ça peut vous paraître un peu compliqué. On va résumer, on l'a vu, les 5 tâches du jonglage, c'est le timing entre des mouvements d'une seule main, c'est les mains individuelles. J'attrape, je lance, j'attrape, je lance. Au tout début du jonglage, une des premières choses qu'on apprend, c'est ça. La deuxième chose qu'on apprend, c'est la coordination, notamment entre les 2 mains. Ah oui, j'attrape là et je lance là, mais pendant ce temps, je dois attraper l'autre main et je dois lancer l'autre balle et je dois lancer l'autre balle. Et ça doit se faire de façon alternée.
et ça doit se faire dans telle zone de l'espace pour que les balles ne se cognent pas. Donc, il y a cette structure qui doit être apprise. Je ne vais pas traduire tout ce qui est écrit là. On apprend aussi, troisième élément, à réduire au maximum les déplacements de notre corps dans l'espace, notre centre des pressions, COP, ou autrement dit aussi, le centre des masses, l'ensemble du corps. On ne doit pas trop se déplacer. Si on fait ça, ça ne va pas. Donc, on va essayer de réduire ces déplacements. Au début, un débutant, il va par exemple lancer vers l'avant. Il va lancer vers l'avant pour éviter que les balles se cognent en l'air. Il va lancer une devant, puis l'autre un peu plus devant, puis l'autre un peu plus devant, parce que sinon, il a des balles qui se rentrent dedans en l'air, parce qu'il n'a pas encore la bonne structure alternée, main gauche, main droite. Donc, il lance vers l'avant, il se déplace vers l'avant. Mais ça, en fait, ça ne va pas. Ça pose problème. Donc, des fois, pour remédier à ce problème-là, dans les écoles de cirque, on fait apprendre à jongler face à un mur. Donc, on ne peut pas lancer les balles un peu vers l'avant et se déplacer presque en courant vers l'avant. Donc, on a le mur qui nous bloque. On va essayer tout de suite de trouver les solutions pour lancer les balles vers le haut. Et ça va obliger à comprendre très rapidement qu'il faut faire des lancers alternés à gauche, à droite pour que les balles se croisent sans se rentrer dedans. On doit apprendre aussi des saisies, des lancers avec les bonnes directions et dans les bonnes zones de l'espace. La variable ici qui est à réguler, c'est la vitesse de la balle, puisque la vitesse va donner, c'est une flèche, c'est un vecteur, la vitesse. Elle va donner la hauteur de la balle à laquelle j'envoie et elle va donner sa direction. Et puis, le dernier élément, c'est la saisie. Je dois apprendre à saisir avec une très, très grande précision, une très grande finesse. Sinon, ça va introduire des erreurs, du retard, et ça va déstructurer le timing de l'ensemble du jonglage. Alors ça, c'est les 5 tâches, les 5 problèmes essentiels à régler. Les habiletés sensorimotrices, on les a vues. Bimanuel, contrôle de la posture, perception par le toucher, coordination entre l'œil et la main. Il y a des éléments ici qui sont un peu compliqués, mais ce n'est pas forcément la peine d'y revenir. Il faut se rappeler de ces 4 catégories. Et les habiletés cognitives, on a compris les problèmes spatiaux essentiellement qu'il fallait résoudre, la structure spatiale de la tâche, et donc où est-ce qu'il faut percevoir, les endroits où il faut lancer les balles, les formes des trajectoires des balles en l'air, les endroits où les balles allaient atterrir, les endroits où il faut saisir les balles, les endroits où il faut lancer les balles. Donc ça, c'est la structure spatiale, si vous voulez, la perception qui permet d'avoir la structure spatiale de la tâche. Les habiletés procédurales, c'est-à-dire la séquence des actions, ça c'est important à se rappeler, la séquence des actions. Au tout début, le jongleur débutant, il ne sait pas du tout, donc il faut lui montrer, et là, il comprend un petit peu, ah oui, je jette là, puis j'attrape là, et il y a une alternance gauche-droite. Alors au début, on ne se le représente pas du tout. Ce sont les habiletés cognitives, on ne se le représente pas, on n'a pas d'image, on n'a pas de procédure, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc je dois observer quelqu'un, je dois faire quelques essais, réobserver le modèle, refaire quelques essais, et petit à petit, entre l'action et l'observation, je construis ma représentation mentale de la procédure. Et puis ensuite, troisième rubrique, la correction des erreurs. Et on commence à accumuler une connaissance, donc d'avoir une représentation mentale du type d'erreur qu'on produit et les solutions, les stratégies pour remédier à ces erreurs. D'accord ? Alors, les 4 habiletés motrices, elles sont là. Bimanuel, posture, équilibre, perception par le toucher, coordination entre les deux mains. Donc, je les ai un petit peu détaillés dans les exemples précédents, je ne vais pas y revenir. Ce qu'il faut retenir maintenant, donc le message. Le message, c'est quoi? Le message, c'est l'individu, vous allez intervenir comme prof d'éducation physique et sportive, comme entraîneur ou coach, ou comme rééducateur en APA, par exemple.
et la personne que vous voulez aider ou les personnes que vous voulez aider, sur lesquelles vous voulez intervenir, ont un problème à résoudre. Alors, si vous faites un cours de jonglage ou vous utilisez le jonglage comme système de rééducation ou de prévention du vieillissement, là, ça va être compliqué, par exemple, hein, ou de rééducation d'un athlète après une blessure, ou bon, enfin, que sais-je. Bon, mais vous allez reprendre tous ces problèmes-là. Mais en général, ça peut être utiliser de nouvelles techniques sportives, ça peut être rééduquer la main après un AVC, voilà, donc c'est pas forcément le jonglage, ça peut être complètement autre chose. Donc vous avez faire apprendre un franchissement dorsal en son hauteur à un élève, donc vous avez l'individu confronté à un problème, un nouveau problème qui va nécessiter un nouvel apprentissage, un changement de technique qui va nécessiter une adaptation, éventuellement un nouvel apprentissage, ou la récupération d'une fonction, la marche, la saisie d'un objet après un AVC ou après une pathologie, une immobilisation, un manque de plasticité à cause d'une immobilisation après une fracture, que sais-je, ou une opération chirurgicale qui demande une rééducation. Donc l'individu doit apprendre ou réapprendre quelque chose. Technique, nouvelle technique, modification d'une technique ou récupération d'une fonction. Vous, face à ça, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'analyser le problème. Pour analyser le problème, vous pouvez essayer de constituer des catégories pour décomposer. Alors là, il n'y a pas un listing de toutes les catégories, hein. Il n'y a pas un bouquin, il n'y a pas un site internet avec la solution de décomposition ou les différentes décompositions possibles pour toutes les actions imaginables et toutes les techniques sportives imaginables. Ça n'existe pas. Ce n'est pas disponible. Donc, c'est à vous de faire votre propre analyse. Et à travers cet exemple avec le jonglage, on vous donne des pistes. Je vous donne des pistes. Vous avez des pistes pour les habiletés cognitives, organisation spatiale que l'individu va percevoir, comment ces actions dans le comportement, la technique visée, comment ces actions spatialement sont ordonnées, quelle est la séquence des actions, ça c'est les procédures, et quelles sont les erreurs et les compensations possibles, les stratégies de compensation de ces erreurs. Ces trois catégories-là, vous pouvez essayer de les utiliser pour analyser le problème qui va vous intéresser. Et il va falloir inventer. Mais les catégories, maintenant, vous les avez à l'esprit. Ah oui, il y a un problème spatial. Il y a un problème de séquence, d'ordre des séquences dans le temps, et il y a un problème de compensation des erreurs possibles. Donc, vous avez des catégories générales que vous pouvez réutiliser dans tous les problèmes. Essayez de les utiliser dans tous les problèmes. Donc, les généraliser. Parfois, il y a une catégorie qui sera plus utile qu'une autre. Et parfois, il y a une catégorie qui ne servira à rien. Mais en tout cas, maintenant, vous avez des grandes catégories et vous savez que vous pouvez essayer de les recaser dans des nouveaux problèmes. C'est ça l'idée. Dans les habiletés sensorimotrices, vous voyez qu'il y a des habiletés extrêmement importantes de la coordination bimanuelle, la coordination entre les deux mains. Le timing entre les deux mains, vous allez le retrouver dans la plupart des problèmes de la vie de tous les jours et de la vie sportive et des activités physiques en général. La plupart, vous allez retrouver des problèmes de coordination entre les deux mains. Vous allez trouver des problèmes de posture tout le temps. Vous allez trouver des problèmes de perception par le toucher. C'est extrêmement important. Dès que nos mains sont impliquées, il y a des problèmes de perception par le toucher. Et vous allez trouver des problèmes de coordination entre la vision et la main. Donc ces catégories-là, ces 4 catégories-là, vous allez pouvoir les réinvestir dans toutes les analyses des problèmes que vous allez rencontrer plus tard. Exemple, vous avez un élève qui est très habitué à manipuler des ballons ou des balles ou des choses comme ça. Il est très habile de ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a les habiletés de lancer et d'attraper, elles sont d'un bon niveau. Il a de la perception par le toucher de bon niveau. Il a la coordination entre les deux mains de bon niveau. Eh bien, si cet élève-là se trouve dans une nouvelle situation d'apprentissage, dans un nouveau sport ou autre chose, vous allez vous rendre compte que très rapidement, il aura
il aura déjà à sa disposition ces habiletés-là et il va apprendre les nouvelles techniques très rapidement. A contrario, un autre élève qui n'a pas cette habitude de manipuler des objets, de lancer, d'attraper, il n'est pas débrouillé dans ces domaines-là, vous voulez lui faire apprendre une nouvelle technique, il va être en difficulté, eh bien peut-être qu'il va falloir aménager différemment la situation d'apprentissage et qu'il va falloir essayer de développer d'abord simplement avec des petits éducatifs les habiletés d'attraper, lancer, de coordination entre l'œil et la main pour gérer le timing, parce que ça, il ne l'a pas trop, donc il va falloir dégrossir un petit peu ça et faire des allers-retours entre apprendre la tâche globale et des petits éducatifs individuels sur perception par le toucher, coordination bimanuelle, contrôle de la posture, utilisation de la vision pour régler les problèmes temporels et les problèmes spatiaux. Hein? Et puis peut-être sans arrêt, même pour les élèves qui sont débrouillés ou les sportifs qui sont débrouillés, revenir sur ces catégories élémentaires et les entraîner, les entretenir, entretenir un bon niveau de perception, de finesse, de timing, de perception visuelle. Dans certains sports, on appelle ça les skills. On travaille les skills, on travaille des stratégies plus globales et plus compliquées, mais on revient et on travaille des skills. Saisir des balles, lancer des balles, on travaille sur des choses élémentaires qui permettent d'entretenir ces habiletés-là et en même temps, on va travailler sur des techniques plus compliquées. C'est pluridisciplinaire, c'est général. On fait une pause. Oui, Julie, on fait la pause, on fait une pause de à peu près 5 minutes. Et je vais suspendre l'enregistrement parce qu'on n'a pas besoin de mettre la pause. On reprend. OK. Donc, je vous ai résumé l'objectif. On doit, à travers cet exemple-là, vous avez des catégories globales, locales, sensorimotrices et cognitives qui vous donnent un certain nombre de rubriques que vous pouvez réutiliser de façon universelle. Et parfois, ce sera utile pour votre future analyse de tâches et parfois, ce ne sera pas utile. Ce n'est pas garanti qu'à chaque fois, chacune de ces rubriques soit utile. Non. Ni que le poids de l'une par rapport à l'autre soit comparable. Non, ça va changer. Mais maintenant, vous avez des catégories. On voit aussi que c'est assez compliqué. On voit qu'il y a certains facteurs qui interagissent. Coordination bimanuelle, posture. On voit que d'un côté, le bimanuel agit sur la posture et de l'autre, la posture agit sur le bimanuel. Donc, il y a des relations qui peuvent être compliquées. Alors ici, pour boucler cette partie, je voulais vous rajouter cette diapo aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une décomposition des tâches ou une décomposition des habiletés. Ce n'est pas la même chose, mais on a fait une décomposition. Appelons-le tâches, c'est-à-dire les problèmes à résoudre, ou habiletés, les processus mis en œuvre par un individu pour résoudre ces problèmes. Quand on parle d'habileté, on parle de ça. Quand on parle de tâches, on dit les problèmes à résoudre en termes d'objectifs, de buts, de performance. C'est plutôt la définition d'une tâche, un problème à résoudre. L'habileté, c'est ce que j'ai construit par l'apprentissage pour résoudre le problème. Donc ici, ce qu'on a vu comme outil, ce sont des tableaux à plusieurs entrées, à 2 entrées ou avec des variations. Par exemple, sur la verticale des catégories, ici la flèche verte, précision locale avec des déclinaisons, avec des variations. Et sur l'horizontale, ici, c'est la 2e entrée, habileté cognitive, avec là aussi des variations, des déclinaisons, ici avec 3 rubriques. Et on croise les éléments de ce tableau. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez reprendre. Vous pouvez vous dire, tiens, moi j'ai ce problème à résoudre, bon, mais voyons, je pourrais penser à des catégories sur la verticale, des catégories sur l'horizontale et voir les rubriques, les endroits où ça se croise. Et c'est grâce à ça que j'analyserai le comportement de mes athlètes ou des personnes que je suis ou des élèves. On peut penser à un autre type d'outil pour réfléchir à cette décomposition des tâches, il s'agit de graphes, des graphes hiérarchiques, comme j'ai dessiné ici en bas à gauche, j'ai repris cette image, où on va partir d'un élément commun et on va décliner en 3 rubriques. Et chacune de ces 3 rubriques, on va les décliner, la première en 3, la deuxième en 3, la dernière en 1. Et la première, on voit que
après avoir fait cette déclinaison, on peut encore décomposer, etc., etc. Ça, c'est une façon de voir la décomposition des habiletés, la décomposition des tâches. Donc, à partir de graphes et éventuellement de graphes hiérarchiques où on va pouvoir représenter cette décomposition. Donc, ça, c'est différent du tableau. C'est une façon de voir différente du tableau. Et on a d'autres représentations graphiques qui peuvent être utiles ici. Alors ici, je vais aller reprendre ce graphique qu'on utilise dans tout un tas d'autres domaines. Alors ici, c'est plutôt dans un domaine de psychologie. Ici, il s'agit de la décomposition selon 5 facteurs de la personnalité. Bon, ça, c'est des travaux en psychologie, c'est juste un exemple. Hein. Donc, vous avez 5 éléments. Alors ici, est-ce que vous êtes ouvert ou pas sur l'extérieur? Est-ce que vous êtes extraverti? Est-ce que vous êtes agréable? Est-ce que vous êtes consciencieux? Et est-ce que vous avez des phases où vous êtes bien dans votre peau? Pour résumer, hein, je résume à outrance, et mal dans votre peau. Et puis, sur chacun de ces, vous avez donc 5 axes, 1, 2, 3, 4, 5. À un instant T, vous pouvez essayer de quantifier la position sur chacun de ces 5 axes et vous avez résumé sur ce graphique donc l'état à l'instant T d'un athlète ou d'un enfant sur 5 axes possibles. Alors ici, ce sont des catégories psychologiques qui sont liées à une définition de ce qu'on entend par personnalité, mais dans notre cas, des habiletés sensorimotrices, des habiletés cognitives, ça n'a rien à voir. On pourrait mettre sur un axe bimanuel, posture, perception par le toucher, que sais-je encore, et on mettrait un athlète donné, et bien là il est très bon, là il est moins bon, là il est très bon, là il est moins bon, là il est moins bon, et on ferait un diagnostic comme ça, et on pourrait très rapidement le visualiser et voir comment ça évolue d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre avec l'apprentissage, avec l'entraînement, avec la préparation physique. Vous voyez ? Donc c'est une autre façon de synthétiser et de décomposer un tout, une globalité, quelque chose de compliqué, de le décomposer suivant différents axes et d'évaluer chacun des axes indépendamment et ensuite d'avoir un diagramme synthétique sous les yeux. Voilà, je vais penser aussi à ce troisième outil potentiel pour faire ce type d'évaluation et de suivi qui repose sur un comportement global et une décomposition. Voilà, alors j'espère que je vais un peu vite, mais j'espère que vous avez compris. Hein, mon objectif, c'est vous donner des outils pour ne pas vous sentir démuni face à un comportement global compliqué. Comment on le décompose, comment on analyse, comment on réfléchit, comment on quantifie, comment on évalue, comment on suit au fil du temps et comment on peut utiliser ces outils-là pour adapter à des groupes d'individus, des sous-groupes d'individus, les interventions en fonction des besoins. D'accord ? Ok. Alors maintenant, je vais passer à quelque chose de différent. Je vais fermer complètement ce chapitre sur la décomposition des habiletés. Et là, vous avez quelques diapos. Je vais aller très vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Et suite à ces diapos, donc, j'ai appelé ça une pause et j'ai appelé ça des prérequis et des rappels utiles. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapos là-dessus. Et ensuite, on enchaîne sur les invariants et on verra la redondance articulaire. On verra les changements de forme de coordination, de patron de coordination. On verra l'information utile pour réguler le mouvement. Alors ça va faire écho à la coordination œil-main. Ça va faire écho à la question qui était posée. Comment on compense pour une erreur? L'information utile pour réguler le mouvement, notamment au niveau temporel. On va voir ces aspects-là. On va voir un invariant, le quatrième invariant suivant, qui est la synchronisation, qui va faire écho à la coordination entre les deux mains dans le jonglage, puisqu'il faut qu'il y ait une synchronisation. On le verra dans un cas qui est vraiment différent entre un cheval et un cavalier. J'expliquerai un petit peu ça. Invariant numéro 5, j'introduirai une notion qui, elle aussi, comme la synchronisation, est très importante. Il s'agit des lois d'optimalité. On verra ces différents aspects. Alors, la première loi d'optimalité, il s'agit de la loi de puissance 2 tiers.
comment la vitesse dépend de la courbure de la trajectoire. Si je vais en ligne droite ou si je dois faire un grand virage, eh bien, j'ai ma vitesse qui va s'adapter spontanément au rayon de courbure. Ça fait partie, dans les lectures obligatoires, de ce qui est décrit dans les articles, ce qui est disponible sur le NT, les articles d'Alain Berthoz sur le mouvement naturel. Cette loi fait partie de cette description. La vitesse, ici, dépend du rayon de courbure, mais qui a un exposant de 1 divisé par 3, donc 0,33. C'est la loi de puissance 1 tiers, ou réécrit différemment la loi de puissance 2 tiers. On verra ça. On verra une autre loi qui est liée à ce qu'on appelle le minimum de secousse, en anglais minimum jerk. Jerk en anglais, c'est la secousse. On verra de quoi il s'agit, on verra des applications, différents types d'applications ici, avec des visualisations. Ce principe a été découvert dans les années 85, il est très très important, par 2 auteurs, Tamar Flash et Neville Hogan. On verra des applications pour la récupération après un AVC, stroke en anglais, donc décrit ici. Avant, après rééducation, on verra que le mouvement devient de plus en plus lisse, il y a de moins en moins de secousses. On verra des applications très simples avec des smartphones qui permettent de mesurer ces effets. Invariant numéro 5, on verra des régularités, des lois, donc, des invariants dans l'action locomotrice, comme passer une porte, les trajectoires quand on passe une porte. On verra qu'on retrouvera la loi de puissance 2 tiers quand on fait des déplacements locomoteurs. Et on finira par 2 invariants, la structure de coordination entre les 2 jambes et les 2 bras dans la marche pour une tâche de mémorisation. Et on finira par une structure dans la coordination de la marche chez l'adulte et son acquisition chez l'enfant. Et il s'agira de coordonner, on a vu dans le jonglage différents angles articulaires au niveau de l'épaule, du coude et du poignet. Ici, on verra dans la marche des angles articulaires, c'est plus simple au niveau de la hanche, du genou et de la cheville, et on verra qu'il y a une structure qui apparaît qui permet de simplifier la coordination. Donc voilà un peu un tour d'horizon de tout ce qu'on va voir. Alors, j'ai dit, avant d'attaquer les invariants, on va faire une pause et des rappels utiles. Alors, ils ont été déjà abordés dans les TD de la loi de Fitts et ils concernent essentiellement la notion de vitesse instantanée. Alors, dans la loi de Fitts, on a vu l'article de Scott Kelso et collaborateurs en 1979, publié dans le très grand journal Science. Et on voyait que, et c'est l'objet notamment du 2e TD, Paul Fitts s'intéressait au temps de mouvement, c'est-à-dire à la durée totale du mouvement entre le début et la fin du mouvement. Et sa loi ne portait que sur cet élément. Donc le membre gauche de son équation, le temps de mouvement, c'est uniquement la durée. Et le membre de droite, c'est un index de difficulté basé sur la théorie de Shannon de l'information. Une notion de probabilité, cible possible avant d'exécuter la tâche, cible finale après avoir exécuté la tâche, eh bien c'est une quantité d'informations qui va déterminer le temps de mouvement. Ça, c'est l'explication de la loi de Fitts, selon Fitts et selon la théorie de la communication de Shannon. Bien, Scott et Kelso et collaborateurs, ils ont montré que quand on voulait cette fois-ci faire une action avec les 2 mains, le temps de mouvement ne permettait pas à lui seul de comprendre comment le cerveau gérait le problème. Par exemple, si je devais pointer vers une cible facile qui était loin, ou sur une cible qui était près, ou sur une cible difficile qui était loin, eh bien, le temps de mouvement ne permet pas tout seul de savoir. Il faut aller voir comment se déroule le mouvement en fonction du temps. Il faut voir toute la trajectoire du mouvement pour aller voir la vitesse en fonction du temps, ce qu'on appelle le profil de vitesse ou la courbe de vitesse en fonction du temps. C'est ce graphique au milieu. Vitesse sur l'axe vertical, temps sur l'axe horizontal, pour une cible facile, pour une cible difficile. Ou alors voir l'accélération en fonction du temps, accélération sur l'axe vertical, en fonction du temps sur l'axe horizontal. Et on voyait que le pic de vitesse dans le cas facile et difficile était atteint au même moment.
les pics d'accélération pour chacune des deux mains étaient atteints au même moment, que ce soit ici ou que ce soit ici. On voit donc que le système nerveux, il cale le timing des opérations pour une main et pour l'autre main aux mêmes instants. Et ça, la loi de Fitts ne permet pas de le voir, puisqu'il n'y a pas du tout d'explication et de description de comment le mouvement va se dérouler en fonction du temps. Donc ça met l'accent sur quoi? Eh bien, il est utile souvent d'aller voir comment se déroule le mouvement pour comprendre la nature du mouvement et quels sont les problèmes posés et comment ils sont résolus par le système nerveux. Donc, ces trois variables, position, vitesse, accélération, ce sont les variables de la cinématique. Donc, ça met l'accent sur une nécessité d'aller invoquer la cinématique, d'utiliser les variables de la cinématique pour décrire le comportement. On ne peut pas uniquement regarder ce qui se passe entre le début et la fin. Donc, ça va nous obliger à introduire la notion de vitesse instantanée et d'accélération instantanée, et pas seulement de vitesse moyenne, la vitesse globale, si vous voulez. Alors, la vitesse instantanée, pour le dire de façon très naïve, quand vous conduisez une voiture ou qu'il y a quelqu'un qui conduit une voiture, eh bien, c'est la vitesse qui est indiquée par le compteur. À un instant donné, le compteur indique une vitesse. Vous lâchez un petit peu la pédale de l'accélérateur, votre vitesse diminue et vous voyez en temps réel la vitesse instantanée qui change. Vous accélérez, vous appuyez sur l'accélérateur, eh bien, vous voyez la vitesse instantanée qui augmente. Ce qui était inscrit, affiché par votre compteur sur votre voiture, c'est la vitesse instantanée. Alors, vous devez savoir de quoi il s'agit. Vous devez être familier, vous familiariser avec les graphiques. On en a vu d'autres pendant ce cours, si je reviens en arrière ici. Les graphiques affichés ici, diapo 23, vitesse en fonction du temps, vitesse et position en fonction du temps, et ce zoom ici sur la vitesse en fonction du temps dans la tâche de Fitts, un enregistrement à partir de Kinovea du mouvement du doigt. Première cible, deuxième cible, mouvement vers la troisième cible, vers la gauche, vers la droite, on revient vers la droite. Bon, mais vous devez être familier maintenant et comprendre ce type de graphique, mais vous devez aussi comprendre les définitions mathématiques derrière ces notions. Alors, je vous ai dit, pour faire ça, vous devez faire un rappel, vous devez faire un travail personnel. Pour les uns, c'est une acquisition nouvelle. Pour les autres, c'est une révision. Il y a une typo Feynman ici, prend un N entre le Y et le M. Donc, vous devez travailler sur ce chapitre qui s'appelle « Mouvement », qui vous permet d'avoir les outils, les définitions de ces vitesses instantanées et accélérations instantanées, et d'avoir les définitions mathématiques plus précises. Alors, vous savez, pour la plupart d'entre vous, là je vais aller assez vite, vous savez ce que c'est que la vitesse moyenne. Si je prends une position, je mesure une position avec Kinovea en fonction du temps, par exemple sur un axe, pas sur deux axes, mais là je prends un seul axe, donc je mets un axe de la position en fonction du temps. J'ai un repère cartésien ici, 0, mais sur une coordonnée, j'ai de la position et sur l'autre, j'ai du temps. Bien, la vitesse moyenne, c'est la différence entre la position finale et la position initiale divisée par l'intervalle de temps, la durée totale. Ça, c'est ma vitesse moyenne. Position finale moins position initiale divisée par la durée du mouvement. À partir de ça, je vous ai fait cette diapo et vous devez savoir manipuler ces trois cas de figure. Premier cas de figure, deuxième cas de figure, troisième cas de figure. Vous avez une information sur la vitesse, vous avez la variable vitesse, vous avez la variable durée et vous avez la variable distance, position. Et vous devez savoir passer de l'un à l'autre. Si vous avez la distance et la durée, vous devez savoir calculer la vitesse. Si vous avez la durée, j'ai fait une typo d'ailleurs, et la vitesse, vous devez être capable de calculer la distance. Là, il y a une typo, c'est distance à la place de durée. Si vous avez la vitesse et vous avez la distance, vous devez être capable de calculer la durée. Les formules sont ici. Vitesse égale distance divisée par durée en mètres secondes. Distance égale vitesse multipliée par la durée. Vitesse multipliée par le temps, ça me donne des mètres. Et 3, la durée égale à la distance divisée par la vitesse. Ce sont des mètres. Divisé par des mètres, divisé par des secondes. Ce sont donc des secondes. Donc, revenez vers ces différentes diapos
travailler sur ce chapitre et vous allez combler une partie des connaissances et des outils dont vous ne disposez pas et qui sont nécessaires pour ce cours, mais aussi pour beaucoup d'autres cours en STAPS, en deuxième année et en troisième année en biomécanique. Alors, vous allez voir ces diapos ici sur la définition de la vitesse instantanée et la diapo suivante, qui vont vous permettre de comprendre la notion de vitesse instantanée de façon un peu informelle, de façon un peu imagée, à la fois ici, et c'est en complément avec le chapitre de Richard Feynman. Donc ça, je vous laisse faire le boulot vous-même. C'est un boulot qui me semble absolument obligatoire et nécessaire. Ça va vous permettre de comprendre la définition du calcul instantané. Ça va donc comprendre la relation avec le calcul d'une dérivée en fonction du temps, et qui permet de passer de la position à la vitesse à l'accélération. Ça, c'est la dérivation. Donc ça, c'est le fondement mathématique de ces notions-là. Et l'opération inverse, il s'agit de l'intégrale qui permet de passer de l'accélération à la vitesse et de la vitesse à la position. Il est absolument nécessaire d'avoir ces outils dans votre bagage. L'intégrale, peut-être de l'avoir de façon générale et pas forcément de façon très spécifique. Par contre, la dérivée, il faut nécessairement maîtriser cette notion-là, comprendre bien sa définition, et y compris, je reviens en arrière encore une fois, ici, je pense qu'il y avait une image du tableau, voilà, y compris savoir calculer une dérivée avec un tableau, c'est-à-dire l'application numérique de la définition de dérivée. Dans le TD2 de la tâche de Fitts, après l'utilisation de Kinovea, j'ai calculé, en fonction d'une des positions, j'ai calculé les vitesses instantanées en appliquant une formule et en l'appliquant pour deux positions successives et un intervalle de temps pour ces deux positions successives. Et ça m'a donné une nouvelle, ce qu'on appelle en mathématiques un vecteur ou en physique un vecteur. J'ai maintenant une colonne de vitesse en fonction du temps et c'est ce qui me permet de faire le graphique vitesse en fonction du temps. Pour faire ça, il faut pouvoir utiliser la formule. Je reviens à ma diapo. Cette formule, elle est expliquée dans le chapitre de Feynman. Elle est bien expliquée, son principe. Elle repose sur cette définition, sur cette diapo, et sur cette illustration ici, sur cette diapo. Le calcul de la vitesse instantanée repose sur la définition d'un intervalle de temps vraiment infiniment petit ou qui se rapproche de l'infiniment petit. C'est pour ça qu'on a ensuite ce calcul sur Excel. Donc ça, je considère que c'est votre travail personnel. C'est un travail à faire. Soit c'est acquis grâce à votre travail en première en terminale, soit c'est pas acquis parce que vous n'avez pas fait une première en terminale scientifique et c'est un travail personnel à réaliser. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, avant que je passe à la suite ? Oui, c'est sur le NT, le chapitre. Si je vais sur le NT, je vais partager mon écran. Je vais changer le partage. OK. Ici, donc, je suis sur le NT, Faculté des sciences et techniques des APS, UE 23, contrôle moteur. Et là-dedans, donc, j'ai des lectures obligatoires, j'ai des descriptions des TD1 et 2, j'ai des supports de cours, et j'ai des diaporamas aussi de Didier Delinière qui sont disponibles. Pour avoir accès à ce cours, il faut s'inscrire si vous n'êtes pas inscrit automatiquement. Et dans support, donc dans TD, pardon, je reviens en arrière, dans lectures obligatoires, ici, vous avez le chapitre de Richard Feynman qui s'appelle Mouvement, qui est tiré de son ouvrage mécanique.
Et il y a aussi les lectures obligatoires 2019. Plus, je vous ai mis un article, si vous voulez aller plus loin, sur les compensations de la pathologie dans le membre supérieur par quelqu'un qui a travaillé sur l'AVC, Romy Brami, et un autre chapitre sur la marche d'Alain Berthoz. Donc le chapitre dont je parle, c'est le chapitre de Richard Feynman, c'est celui-ci que vous devez télécharger. Donc il y a des dizaines et des dizaines d'étudiants, j'ai vérifié, qui se sont inscrits à ce cours, qui ont été inscrits de façon automatique, sinon qui se sont inscrits automatiquement, manuellement, à ce cours. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous inscrire. Donc les lectures obligatoires, il serait temps de s'y intéresser. Il y a un chapitre sur la marche d'Alain Berthoz, les lois du mouvement naturel, en 2 versions, une version simple et une version dans cet ouvrage, tirée de cet ouvrage, une version plus compliquée tirée de cet ouvrage de sciences du mouvement. Un article très intéressant sur la greffe des mains, un article sur les neurones miroirs qui permettent l'apprentissage par l'observation, qui est aussi très intéressant, un article sur les habitudes, c'est-à-dire l'apprentissage basé sur la répétition, et un chapitre qui porte sur l'attention, qui est aussi par Jean-Philippe Lachaud, le cerveau attentif, qui est aussi très intéressant. Non, c'est sur ce chapitre. C'est Enzo, les lectures obligatoires, c'est les PDF en dessous, ou bien on doit chercher la lecture sur Internet, car je n'ai pas réussi à les trouver. Non, c'est dans ce dossier, dans l'UE contrôle moteur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, uniquement 5 dossiers. Il y a 5 dossiers, oui. Il n'y en a pas 1 million, il n'y en a pas 100, il y en a 5. Et il y en a un qui s'appelle lectures obligatoires. Et vous cliquez dessus et vous avez les lectures obligatoires. Vous téléchargez les PDF. Et si vous n'y arrivez pas, demandez aux autres étudiants de vous les envoyer. Vous pouvez vous les transmettre facilement. Alors, par exemple, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ouais, je peux vous envoyer le chapitre de... Alors, attendez, je vais l'envoyer à tout le monde. Parce que je l'ai envoyé à un seul étudiant. Voilà, à tout le monde, j'envoie le chapitre de Feynman dans la conversation. J'envoie le fichier lecture obligatoire. J'envoie le fichier Berthoz. J'envoie le fichier redondance de Romy Brami, qui est aussi très intéressant. J'envoie un autre fichier, il faut voir les redondances, c'est peut-être pas exactement les mêmes fichiers, celui qui est noté 2018. Donc je vous ai renvoyé par le biais de la conversation Zoom ces différents chapitres. Monsieur, j'ai une question. Oui. Le fichier qui est seul de Marche et Berthoz, c'est le même chapitre que celui dans les lectures complémentaires ou pas? Je ne sais pas, il faut vérifier. Je ne sais pas, vérifier. À vous de voir, vous regardez. Je ne m'en rappelle plus, parce que j'ai fait ça il y a quelques années. Vous voyez, 2018, 2019. Donc, je n'ai pas vérifié. À vous de regarder. Puis, ça s'appelait l'UE20 à l'époque et pas l'UE23. Donc, à vous de vérifier. Si c'est le même contenu, vous passez. Alors, avec les PDF, vous pouvez, quand vous affichez les PDF sur votre écran, vous pouvez faire tourner les PDF. Des fois, dans le menu des lecteurs gratuits de PDF qui permet d'ouvrir ces fichiers, vous avez une rubrique aux rotations. Si vous allez sur Vue, donc ça vous permet, je reviens ici, sur le PDF, ici, dans l'affichage, en haut. Affichage, vous pouvez faire une rotation de votre document.
Donc, vous pouvez mettre des pages à l'endroit, à l'envers, à la verticale, parce que quand j'ai scanné, moi, je pense qu'elles n'étaient pas toutes scannées dans le même, selon la même orientation. Voilà, oui, il y a une réponse d'Adrien, oui, c'est les mêmes chapitres. Donc voilà, vous allez ouvrir et vous vérifiez, ah oui, d'accord, c'est le même chapitre, c'est pas le même chapitre, vous faites ce boulot tout seul. Ok, donc moi je vais enchaîner. Je vais revenir donc à mes invariants. Alors, est-ce qu'il y aura des questions? Oui. Je pense qu'on va faire comme l'an dernier, on n'est pas absolument sûr encore avec Didier de Linière. On va faire une question de synthèse et si vous pouvez glisser dans la réponse des citations ou des concepts qui viennent de ces lectures obligatoires, eh bien, vous aurez une meilleure note automatiquement. Et puis, vous avez bien souvent peu de lectures à faire en STAPS et ça ne vous fait pas de mal de lire des documents, de prendre des notes, de faire des fiches et comme ça de construire un meilleur bagage théorique. Et puis, vous allez mieux comprendre certains éléments qui ont été abordés en cours, soit par moi, soit par mon collègue Didier Delinière. Voilà. Et le chapitre de Richard Feynman, ça va vous servir dans beaucoup de cours. Voilà. Monsieur, l'examen terminal, c'est uniquement une question de synthèse ou il y aura Alors, ce sera des QCM? soit un QCM, soit une question de synthèse. Pour le moment, on ne sait pas encore. Vous voyez, on n'a pas terminé avec Didier Delinière cette discussion. Alors, ce n'est pas une dissertation au sens classique du terme. L'an dernier, on a fait un sujet rédigé avec 2 questions. Il y avait donc une question sur le cours de Didier Delinière, une question sur mon cours, et il fallait rédiger sur une des 2 questions. Voilà. Alors, le pourquoi on avait fait une question de rédaction, parce que quand on fait en distanciel des QCM, c'est hyper facile de partager son écran. Oui, je vais vous le dire très tôt. Je vais vous le dire très tôt, vous aurez le temps de vous préparer. La moyenne était de combien? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'était pas très mauvais. On avait une moyenne pas mauvaise. Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas les stats. Je pourrais, si j'y pense, pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, je pourrais vous le regarder. Alors, si c'est en présentiel, on peut peut-être faire un QCM. Mais l'an dernier, on était en plein confinement, le confinement du printemps. Vous étiez en terminale, dernier trimestre en terminale. Nous, on était ici, là. Et c'était en distanciel. Donc, on s'était dit, nous, on ne fera pas un QCM en distanciel. Donc, on verra bien. Mais c'est pas mal de vous faire rédiger, vous faire réfléchir et vous faire rédiger. Si c'est une question de rédaction, en tout cas, on vous préparera avec des sujets, on vous donnera éventuellement des exemples de réponses sur ces sujets pour vous préparer au type d'examen. Qu'est-ce que c'est que la coordination? Donner des exemples, citer plusieurs invariants du mouvement, illustrer avec des exemples. Qu'est-ce que la redondance articulaire et les invariants de la marche? Comment pouvez-vous les mettre en relation avec la classification vue pour le jonglage? Enfin, voilà, il faut aller prendre des aspects dans différents morceaux du cours, faire un plan, mettre sur une feuille de brouillon vos connaissances, toutes les connaissances que vous avez en analysant le sujet, et à partir de ces connaissances, vous faites un plan avec une petite intro, un développement, vous choisissez vos exemples, et puis une petite conclusion. Ce n'est pas une dissertation au sens, vous n'avez pas une démonstration à faire et une discussion, mais c'est une restitution de connaissances en réorganisant les connaissances, en allant chercher des exemples à gauche et à droite. C'est pour ça que les lectures elles vont vous aider à compléter votre connaissance, à stabiliser vos connaissances, à avoir d'autres exemples. Voilà. Et ce n'est pas moi qui suis responsable de savoir si ça va être en présentiel ou en distanciel, etc. J'en ai aucune idée. Je sais qu'en janvier, on a fait du présentiel. On a corrigé en présentiel. On verra, vous savez, difficile de prédire dans quelle situation on sera en avril ou en juin, ou en mai, au moment des examens, première session, deuxième session. On peut penser
qu'on sera en présentiel, mais on peut imaginer aussi qu'il y a une explosion des cas de maladie du Covid dans l'Hérault, et donc il faudra s'adapter. Ça peut arriver, voilà, on ne peut pas prédire, personne ne peut absolument prédire aujourd'hui. Vous le savez maintenant, vous avez l'expérience. Je galère à tout noter. Il y a Richie qui galère à tout noter. Oui, hein, échangez-vous les infos. Si quelqu'un a un PDF ou un Word du cours, s'il vous plaît, je galère à tout noter. Échangez les notes entre vous. Ce n'est pas un concours. Vous n'allez pas être classé du premier au dernier. Partagez l'information, échangez l'information, faites-vous la passer par les canaux que vous voulez, Facebook, par email, comme vous voulez. Vous avez aussi des tuteurs qui peuvent vous aider en vous donnant des notes de cours. Voilà. Vous pouvez revoir les films, relancez-vous sur YouTube, regardez les films, stoppez-les, prenez des notes, etc. J'ai utilisé les utilitaires de YouTube qui génèrent du texte automatique. Alors, le texte automatique qui est généré, il est plutôt moche. Je vais vous le montrer. Je l'ai envoyé par mail. Je ne pense pas que ce soit vraiment très, très utile à cause de ça. Alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Ce document-là. Vous voyez, donc là aussi, je vais vous l'envoyer dans la discussion. Alors, je vais l'envoyer à tout le monde, pas un seul étudiant. Vous envoyé par mail, ça, monsieur, il me semble. Oui, je l'ai envoyé par mail, mais il y en a parmi vous qui ne regardent pas leur mail. Enfin bon, donc je vous l'envoie ici, aussi ici. Alors, c'est une transcription automatique par un logiciel de YouTube. Donc, ça a l'avantage d'être gratuit, mais il y a plein d'erreurs. Par exemple, Didier Delinière, chaque fois que je disais Didier Delinière, le logiciel comprenait Didier Delumière, en 2 mots. La lumière, Didier Delumière. Ou Didier Deligne, ou 2 lignes, vous voyez. Tâche de fixe, c'était fit ou fixe ou encore autre chose. Donc, il y a plein d'erreurs. Alors, bon, vous voyez, hein, en CM1, ça me fait quand même pas mal de texte. Premier cours. Ça fait des pages et des pages. Au total, vous voyez, ça fait 55 pages de texte. Hein. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est utilisable. Ben, je ne sais pas parce que ça déforme tellement le discours que je ne sais pas si en fait ça peut vous être utile. Mais en tout cas, vous l'avez. Peut-être qu'en le parcourant et en réécoutant les films sur Internet, ça va vous être utile. Le deuxième cours magistral commence ici. Vous voyez, tâche de Fitz, voix de Fitz, F-I-T-Z. Hein, voix de Fitz, F-I-T-Z. Hein, donc, bon, rudimentaux. Alors, le deuxième télé, je vais en parler rapidement. Dans l'été démarré hier. Bon, à l'été, j'ai probablement pas dit ça dans le texte. Vous voyez, j'ai probablement pas parlé de ça. Donc, là, il y a la transcription du deuxième cours. Je ne suis pas sûr que ce soit utile, hein, que ce soit utilisable. C'est tellement moche. Et je vais faire une deuxième tentative avec une deuxième solution. Et ça, c'est le troisième cours. Et ça, c'est la transcription du troisième cours. Voilà. Merci quand même, on va se débrouiller avec ça. Alors, je me suis renseigné. Tiens, je vais en profiter dans la discussion. Je vais vous mettre les
la dernière version des diapos, celle d'aujourd'hui. Comme ça, vous l'avez, je vous l'envoie par... mince, je l'ai envoyé à une seule personne. Je le renvoie à tout le monde. Voilà. OK, ça y est, c'est parti. Maintenant, vous avez la dernière version des diapos. Je vous l'ai envoyé dans la discussion. Je pense que vous l'avez reçu. Ça aussi, ça peut être utile. Et ce que je voulais dire aussi, j'ai contacté les services qui s'occupent de l'ENT. Ils m'ont indiqué une solution pour essayer de faire de la transcription de vidéos. Donc, je vais l'essayer. Le problème, c'est que ça prend des heures. Alors, je vais le lancer la nuit et je vais essayer ça. Alors que YouTube, c'est quasiment instantané. Par contre, c'est de mauvaise qualité avec YouTube. Voilà. OK, donc bon, qu'est-ce qu'on avait l'an dernier? On avait peut-être des exemples de questions. Vous voyez, quand on a fait des questions de synthèse, on avait... oui, on avait des réponses assez simples. Le problème, c'est qu'on n'a pas la question. Je vous cherche des exemples de réponses. Question, examen terminal. Exemple de questions. Alors, il y a des questions QCM, mais on n'a pas fait de QCM l'année dernière. Cette année, je ne sais pas encore. On avait une quantité de fichiers à traiter colossal. Voilà, je vous donne les sujets de l'an dernier. Et on demandait des petits, vous voyez, des petits... Le problème, c'est que je l'avais envoyé par mail. J'essaie de retrouver... Je les ai envoyés par mail, ces questions. Je ne les retrouve plus. Exemple de questions. Mais c'est des questions de synthèse. Je ne les ai plus. J'ai les réponses, mais je n'ai plus les questions. Ce qui va être moyennement utile. Au revoir. On finit. On a presque fini. Regardez, je vous envoie des exemples de réponses à des questions de synthèse. Voilà. Et voilà. Des questions sur les habiletés, les classifications, le rôle du bruit, etc. Vous voyez, ça, c'est des exemples de choses qu'on a envoyées l'an dernier, avec des questions courtes, des réponses courtes.
Là, c'était des copies d'étudiants. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Ça. Je n'arrive pas à le voir. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à le voir. Écoutez, l'heure arrive. Hein. On va arrêter le cours ici. D'accord? Je vous laisse. À la semaine prochaine. Et bon TD pour ceux qui ont TD cette semaine. Monsieur, j'avais une dernière question, que j'étais un peu confus tout à l'heure. Est-ce que, voilà, si